Et 16 décembre 1944, quartier général de Hitler à Wolfslehr, en Prusse orientale. La neige tombe en flocons épais sur les forêts sombres de la Prusse orientale, étouffant les sons comme un linceul blanc. À l'intérieur du bunker souterrain, l'air est lourd, chargé d'une humidité froide qui colle aux uniformes. Des lampes nues diffusent une lumière jaunâtre sur les cartes étalées sur une table massive, où des officiers en manteau sombre se penchent, leurs visages tendus par l'épuisement. Le Führer, Adolf Hitler, est assis au bout de la table, ses mains tremblantes posées sur un verre d'eau. Ses yeux injectés de sang fixent un point invisible. Autour de lui, le maréchal Gerd von Rundstedt, chef du front Ouest, ajuste ses lunettes, son expression un mélange de résignation et d'inquiétude. Le général Heinz Guderian, maître des blindés, frappe du poing sur la carte, sa voix rauque résonnant dans la pièce confinée. « Mein Führer, les Alliés pressent sur tous les fronts. Nos lignes en Normandie sont brisées et les Russes avancent comme une marée inexorable. Une contre-offensive. C'est du suicide. » Guderian pointe du doigt les flèches bleues, indiquant les positions alliées. Les Américains au sud, les Britanniques au nord, une saillie fragile dans les Ardennes, cette forêt dense et enneigée de Belgique et de Luxembourg. Hitler se redresse légèrement, sa moustache frémissant. « Non, Heinz, c'est notre chance. Les Américains fêtent Noël, ils sont mous, démoralisés. Nous frapperons là, au cœur des Ardennes, avec nos panzers. Opération Wacht am Rhein. Nous reprendrons Anvers, couperons les Alliés en deux. » Sa voix, autrefois tonitruante, est maintenant un murmure fiévreux, ponctué de tout. Dehors, le vent hurle contre les murs de béton comme un avertissement ignoré. Imaginez-vous là, au milieu de ces hommes, l'odeur de tabac froid et de papier humide emplissant vos narines. Le tic-tac d'une horloge murale marque les secondes. Chaque battement, un rappel de l'urgence. Rundstedt hoche la tête à contre-cœur. Il sait que contredire le Führer est risqué. Très bien, mais nous n'avons que 250 000 hommes et le carburant manque. Les blindés Königsstiger sont puissants, mais sans essence. Ils sont des cercueils d'acier. La décision est prise dans cette nuit glaciale. Hitler, obsédé par une victoire miracle, ignore les rapports d'espions. Les Alliés, avertis par Ultra, leurs décrypteurs de Bletchley Park, sentent quelque chose. Mais ici, dans le bunker, l'illusion persiste. Des ordres sont envoyés par téléscripteurs, chiffrés vers les divisions SS. La première Panzer SS, Leibstandart Adolf Hitler, la 12e Panzer SS Hitlerjugend, prêtes à rouler dans la brume matinale. Coupés à l'aube du 16 décembre, sur la ligne de front dans les Ardennes, le sergent Karl Becker, de la 5e Panzer Division, grelotte dans sa tranchée boueuse près de Losheim. La neige colle à son casque Stahlhelm et son Mauser K98K est gelé à la culasse. Putain de froid, marmonne-t-il à son camarade, le caporal Müller, qui mâchonne un bout de pain dur. Autour d'eux, des arbres dénudés se dressent comme des sentinelles squelettiques et le silence est oppressant, brisé seulement par le craquement distant d'une branche sous le poids de la neige. Soudain, un grondement sourd monte de l'est. Des phares tamisés percent la brume. Les premiers Tigers et Panthers émergent des sous-bois, leurs chenilles crissant sur le sol gelé. Becker plisse les yeux. C'est l'heure, Müller. Le Führer nous a promis la gloire. Mais au fond de lui, une peur viscérale le ronge. Les rumeurs parlent d'une offensive secrète, mais les munitions sont rares, les hommes affamés. Les canons PAC-40 sont positionnés en embuscade, prêts à cracher leurs obus de 75 mm sur les Sherman américains. À des kilomètres de là, dans le village endormi de Bastogne, le lieutenant-colonel Robert Sink, de la 101e Airborne Division US, sirote un café tiède dans un baraquement improvisé. Ses paras, les Screaming Eagles, sont dispersés, en repos après le débarquement. Dehors, la pluie fine se mêle à la neige, transformant les routes en bourbiers. Un opérateur radio capte des bribes de transmissions allemandes, mais rien de clair. « Il prépare quelque chose, colonel », dit le sergent Lipton, son M1 Garand à l'épaule. Sink hausse les épaules. Noël approche.
Laissez-les venir. L'attaque commence à 5h30. Des barrages d'artillerie déchirent la nuit. Les obus Krupp de 88 mm hurlent, explosant en gerbes de terre et de feu. Baker bondit de sa tranchée, criant aux artilleurs « Feu! Feu sur les positions Yankees !» Les premiers assauts des Fallschirmjäger, les parachutistes de la 3e division, perçant les lignes minces des Américains de la 106e Infantry Division. Des hurlements perçant l'air, mêlés au vrombissement des Junkers Ju-52 qui larguent des munitions dans la nuit. Mais dès les premières heures, les failles apparaissent. La route étroite de la N15 est embouteillée. Des Half-Track SD et KFZ 251 patinent dans la boue, bloquant les panzers. Le colonel Otto Skorzeny, chef des commandos déguisés en américain, infiltre les lignes avec son Kampfgruppe, semant la confusion. Il capture des ponts, porte des uniformes GI, mais les Américains, alertés, tendant des embuscades. Un sergent US, fusil à la main, aboie. « Halte! Qui va là ?» Une rafale de MP-40 répond « Mais c'est trop tard, les renforts arrivent. » Hitler, de retour à Wolfslehr, écoute les premiers rapports par radio, statique, crachotant. « Avancez, pressez !» ordonne-t-il au général Hasso von Manteuffel, commandant de la 5e Panzer armée. Manteuffel, dans son PC de campagne près de Prüm, fronce les sourcils. Ses cartes montrent les bouchons. Le carburant est rationné, seulement 20 litres par Panther. Les hommes, gelés, manquent de bottes. Beaucoup marchent pieds nus dans la neige. Au cœur de la forêt, Baker avance avec son peloton, le souffle court. Ils capturent un poste américain, trouvant des rations C et des cigarettes Lucky Strike. « Regardez ça, Müller! Les Yankees vivent comme des rois, mais un éclat d'obus frôle son épaule et il sent le sang chaud couler. Les contre-attaques commencent. Des P-47 Thunderbolt US mitraillent les colonnes, leurs mitrailleuses de 12, 7 mm fauchant comme la faux de la mort. Tandis que la journée s'étire, la saillie allemande s'allonge de quelques kilomètres, mais à quel prix? Des milliers de soldats du Reich gisent déjà dans la neige rougie, leur corps raidis par le froid. Hitler, convaincu de la victoire, ignore les avertissements. Rundstedt murmure à Guderian « C'est une folie. Nous perdons des hommes par milliers. » Et pourtant, l'offensive roule, portée par l'élan initial. Bastogne est encerclée. Ses défenseurs américains, sous le colonel Sink, résistent farouchement. « Nuts !» répondra plus tard le général McAuliffe à la reddition demandée. Mais pour l'instant, dans cette première poussée, le Reich saigne. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. La nuit tombe à nouveau sur les Ardennes, et les canons tonnent sans relâche. Qu'adviendra-t-il de cette erreur fatale, qui semble déjà sceller le sort de 40 000 âmes? 17 décembre 1944, routes enneigées des Ardennes belges, secteur de Saint-Vite. Le jour se lève à peine, un gris laiteux filtrant à travers les branches alourdies de givre. Le sergent Karl Baker avance à pas lourds le long d'une piste boueuse, son souffle formant des nuages blancs dans l'air glacial. Le grondement des moteurs diesel des Panthers de la 5e Panzer Division vrombit derrière lui, un ronronnement affamé qui fait vibrer le sol gelé. Ses bottes s'enfoncent dans la neige piétinée, mêlée à la boue rougeâtre du sang de ses camarades tombés la veille. À son côté, le caporal Müller traîne un caisson de munitions, son visage barbouillé de suie et de fatigue. « On avance, Karl. Les Yankees fuient comme des lapins, grogne-t-il, mais sa voix tremble, trahissant le doute qui ronge les rangs. Autour d'eux, la forêt des Ardennes est un labyrinthe de troncs noirs et de brouillards épais, où les Half-Track SD KFZ 251 patinent dans les ornières. Les chenilles des Königstiger mordent la terre, projetant des gerbes de boue sur les fantassins. L'artillerie américaine, des canons M1 de 150 mm répond sporadiquement, leurs éclats résonnant comme des coups de tonnerre lointains. Baker serre son Mauser Kar 98K, le métal froid contre sa paume engourdie. Imaginez-vous à sa place, le cœur battant au rythme des explosions, l'odeur âcre de la poudre et de la sueur imprégnant vos narines. Un éclat d'obus siffle près de votre oreille et vous vous jetez à terre,
le visage dans la neige humide. À l'avant, le Kampfgruppe Peiper, commandé par le SS Standartenführer Joachim Peiper, perce les lignes avec une férocité impitoyable. Ses colonnes blindées, une quarantaine de Panthers et de Jagdpanzer, roulent à travers Malmedy, où la veille, un massacre a semé la terreur. Des prisonniers américains gisent le long de la route N23, leur corps criblés de balles par les mitrailleuses MG-42 des SS. Peiper, un homme au visage anguleux et aux yeux froids, hurle dans son talkie-walkie. « Avancez, prenez le pont sur la Salme, le carburant est vital !» Mais les routes étroites s'embouteillent. Des arbres abattus par les ingénieurs du génie américain bloquent les passages, forçant les panzers à contourner, perdant des heures précieuses. Dans le quartier général de Manteuffel, près de Prüm, le général Hasso von Manteuffel arpente la carte sous une tente battue par le vent. Ses aides de camp, penchés sur les téléscripteurs, reçoivent des rapports fragmentés. La 116e Panzer-Division a capturé des villages comme Born. Mais les Américains de la 2e division blindée US contre-attaquent avec leur Sherman M4, leur canon de 76 mm perforant les flancs des Tigers. Le Führer exige Anvers en 3 jours, aboie Manteuffel, son poing serré. Pourtant, il sait. Le froid mordant gèle les mécanismes des Stu-G3 et le carburant, seulement 50 litres par véhicule, s'évapore dans les embuscades. Des Junkers, Ju-88, larguent des bidons d'essence, mais les P-51 Mustang alliés les abattent, leurs tôtes 50 cales, fauchant les ailes comme du papier, coupés à Bastogne, cœur battant de la résistance américaine. Le lieutenant-colonel Robert Sink rassemble ses paras de la 501e Airborne dans les rues pavées glissantes de neige. Les Screaming Eagles, encore engourdis par le repos hivernal, creusent des tranchées autour de la ville. Le colonel est un roc, son uniforme kaki taché de boue, un cigare éteint entre les lèvres. « Écoutez-moi les gars, les Fritz arrivent, mais on tient. Bastogne est la clé des routes. » Dehors, le sergent Lipton, fusil M1 garant en bandoulière, supervise l'installation de mitrailleuses Browning M1919. L'air vibre du bourdonnement des radios SCR-300 ou captant les cris allemands « Vorwärts, Panzer vor ». Une pluie fine se met à tomber, transformant les champs en marécages, rendant chaque mouvement une lutte. À 10 heures, les premiers assauts allemands frappent les faubourgs. Des Fallschirmjäger de la 26e division Volksgrenadier, armés de StG-44 et de Panzerfausts, chargent, sous un déluge de mortiers Nebelwerfer, leur hurlement « Heil Hitler !» se perdant dans le chaos. Sink ordonne le feu, des obus de bazooka M11 perçant l'air, explosant contre les chenilles des Stug. Un panthère s'embrase, ses munitions internes détonnant en une boule de feu orange qui illumine la brume. Becker, maintenant à la lisière de Bastogne avec son peloton, voit la scène depuis une colline boisée. « Merde, il résiste !» crache-t-il, tirant une rafale qui fauche un para américain. Mais Müller est touché, une balle de M1 traversant son épaule. Il s'effondre, gémissant dans la neige. Hitler, à Wolfslehr, suit les événements par des bulletins radio crachotants. Assis dans son bureau lambrissé, entouré de généraux comme Model et Dietrich, il tape du pied avec impatience. Peiper doit percer. Envoyer la 2e Panzer SS Das Reich, ordonne-t-il, ignorant les avertissements de Guderian sur les pertes. Déjà 5000 hommes hors de combat en 24 heures, des blindés abandonnés faute de carburant. Dehors, la tempête de neige redouble, un blizzard qui aveugle les pilotes de la Luftwaffe. Les rares Messerschmitt Bf 109 qui décollent sont massacrés par les Thunderbolt. Leurs canons de 20 mm inutiles contre la supériorité aérienne alliée. Dans les Ardennes, la confusion s'installe. Les commandos de Skorzeny, déguisés en GI avec des jeeps Willys volés, sèment le doute. Ils capturent des officiers américains près d'Elsenborn, forçant des retraites paniquées. Mais les Américains réagissent vite. Le général Bruce Clark, de la 7e Armored Division, tend des embuscades sur la route de Saint-Vith. Des mines Teller anti-chars explosent sous les half-tracks, projetant des corps dans les airs.
Baker, rampant vers une position, sent la peur l'envahir. Ses munitions s'épuisent et le froid engourdit ses doigts. « On va tous crever ici », murmure-t-il à un blessé, tandis qu'un obus d'artillerie américaine fait trembler la terre. À Saint-Vite, un nœud routier vital, la 106e Infantry Division US, fraîchement arrivée, forme une ligne fragile. Le brigadier général Alan Jones, dans un bunker improvisé, coordonne la défense. Tenez bon, les renforts arrivent de la 8e corps. Les canons PAC-40 allemands tonnent, leurs obus de 75 mm pulvérisant des maisons en bois, mais les Américains ripostent avec des M10 Wolverine, leurs canons de 76 mm abattant un Jagdpanzer à 500 mètres. La bataille fait rage toute la journée, un balai de feu et de fer où chaque mètre coûte des vies. Tandis que le soleil pâle décline, l'offensive allemande gagne du terrain. 10 km par endroit, mais les fissures s'élargissent. Peiper bloqué à l'Aglise, radio au désespoir. Carburant épuisé. Besoin d'assistance aérienne. Hitler refuse d'admettre l'erreur. Il double les ordres, envoyant des réserves de la 150e Panzerbrigade. Pourtant, dans la neige rougie, les corps s'accumulent. 8000 soldats du Reich déjà perdus. Leur rêve de victoire noyé dans le froid. La nuit enveloppe les Ardennes d'un manteau noir, seulement percé par les lueurs des incendies. Bastogne résiste. Un hulot de défi au milieu de la tempête. Mais combien de temps tiendront-ils face à la marée allemande? Et si l'erreur d'Hitler, cette obsession pour la vitesse, menait à un carnage encore plus grand? 18 décembre 1944, environ de Bastogne, forêt des Ardennes luxembourgeoises. La brume matinale s'accroche aux branches comme un voile fantomatique, étouffant les sons dans un silence oppressant. Le sergent Karl Becker, le bras bandé d'un chiffon sanglant, avance à tâtons le long d'une crête boisée, son souffle rauque se mêlant au craquement des brindilles sous ses bottes usées. L'air est chargé d'une odeur âcre de poudre brûlée et de bois humide, tandis que le froid mordant engourdit ses doigts autour du Mauser Kar 88K. Derrière lui, les restes de son peloton, une dizaine d'hommes Haves de la 5e Panzer Division, suivent en file indienne, leurs manteaux feldgros couverts de givre. Le caporal Müller, pâle et fiévreux, traîne la jambe, soutenu par un jeune grenadier qui marmonne des prières entre ses dents. « On y est presque, les gars. Bastogne est à nous », murmure Becker pour se convaincre lui-même. Mais son estomac noué par la faim et la peur trahit le mensonge. Imaginez-vous rampant à ses côtés, le cœur cognant contre vos côtes, chaque pas un pari avec la mort. Un craquement lointain, une branche ou un piège vous fait sursauter. Et vous pressez le métal froid de votre arme contre votre joue, guettant l'ombre d'un para américain tapi dans les fourrés. Les routes sinueuses vers Bastogne sont un cauchemar, embouteillées de half-track SDKFZ, 251 immobilisés, leurs moteurs tous autant faute de carburant. Les Panthers de la 2e Panzer SS Das Reich, censés mener l'assaut, patinent dans la boue gelée, leurs chenilles dérapant sur les pentes verglacées. Le SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny, avec ses commandos en uniforme volé, a semé la panique la veille, mais maintenant, les Américains ont verrouillé les croisements, tendant des embuscades avec des bazookas M1A1 et des mines anti-chars. À quelques kilomètres, dans les faubourgs de Bastogne, le colonel Robert Sink arpente les barricades improvisées, son visage buriné par l'épuisement éclairé par les lueurs des brasiers. La 101e Airborne Division, les Screaming Eagles, s'accrochent à la ville, comme à un rocher dans la tempête. Les rues pavées sont creusées de foxholes, où les paras, emmitouflés dans leur tenue kaki, récurent leur M1 Garand contre la neige qui s'infiltre partout. Le sergent Lipton, une balle logée dans l'épaule mais refusant d'être évacué, charge des chargeurs sous une tente qui claque au vent. « Colonel !» Les Fritz bombardent sans relâche. Leur Nebelwerfer nous arrose d'acier. Sink hoche la tête, mâchant son cigare éteint. On tient. Patton arrive du sud avec sa 3e armée. Dites aux radios de hurler pour de l'air. On a besoin des P-47 pour dégager le ciel.
Dehors, le hurlement des roquettes allemandes déchire l'air, explosant en gerbes de terre qui enterrent vifs 2 artilleurs près d'un canon M1 de 156 mm. L'assaut principal frappe à midi, un raz-de-marée de fer et de feu. Le Kampfgruppe Peiper, toujours en tête malgré les pertes, force la route N15 avec une quinzaine de Königstiger, leurs canons de 80 mm pétonnant comme la foudre. Peiper, dans son Panther personnel, aboie dans le micro de son Funkgerät Fugé 5. Poussez, prenez l'hôpital de campagne américain. Le Führer compte sur nous pour couper la 101e en deux. Mais la résistance est acharnée. Des mitrailleuses Browning M2 de calibre 50 perchées sur les toits fauchent les fantassins des Volksgrenadiers de la 26e division. Un obus de Panzerfaust rate de peu un Sherman M4A3 Easy 8, mais les Américains ripostent avec un déluge de shrapnel, le pulvérisant un Halftrack et ses occupants dans une explosion assourdissante. À Wolfslair, Hitler fulmine dans la salle de cartes, ses poings serrés sur les rapports qui s'empilent. Le maréchal Walter Model, chef de l'armée du groupe B, tente de tempérer. Mein Führer, les routes sont impraticables. Peiper est bloqué à 800 mètres de Bastogne, sans essence. Nos réserves, la 116e Panzer, sont diluées par le blizzard. Les pertes montent à 12 000 en 2 jours et les Alliés concentrent leur Thunderbolt sur nos colonnes. Hitler, les yeux exorbités, frappe la table du plat de la main. Non, c'est l'erreur des généraux mous. Envoyez la Luftwaffe. Göring doit couvrir l'avance. Anvers ou la mort. Ignorant les interceptions ultra à Bletchley Park, qui décryptent déjà les ordres allemands, il ordonne une poussée suicidaire. Des Sturmpanzer IV, Brumberg, doivent raser les défenses, mais le carburant manque cruellement. Seulement 30 litres par véhicule, insuffisant pour plus de 50 kilomètres. Dans la forêt, Becker et son peloton atteignent une clairière dominant Bastogne. Ils s'aplatissent derrière un talus, observant les flammes lécher les carcasses de 2 Stug 3 abandonnés, leurs tourelles tordues comme des croix brisées. Un sniper américain, tapi dans un clocher, abat Müller d'une balle précise au front. Le corps s'affaisse sans un bruit, les yeux vitreux fixant le ciel gris. Becker jure en silence, rampant pour un meilleur angle. Il tire, rate, et une rafale de Thompson, 45 mm lui frôle le casque. « Retraite !» crie-t-il, mais c'est trop tard. Un barrage d'artillerie US, guidé par des observateurs du 28e Infantry Division, s'abat, labourant la terre en fontaine de boue et d'éclats. 3 hommes de son unité sont déchiquetés, leurs cris se perdant dans le vacarme. À Saint-Vith, le nœud routier contesté, la 7e Armor Division US, sous le général Bruce Clark, tient bon contre la 62e Volksgrenadier. Les combats de rue font rage, des bazookas perçant les flancs des Jagdpanzer IV, tandis que les MG-42 allemandes crachent leur cadence infernale de 1200 coups par minute. Clark, dans un poste de commandement sous un chêne centenaire, coordonne par radio « Feu sur les ponts ». Empêcher les panzers de Manteuffel de traverser la Salme. Les ingénieurs US font sauter des charges C4, noyant les approches sous les décombres. Manteuffel, à son PC près de Sankt-Vith, fulmine. Le Führer exige la percée, mais sans Luftwaffe, les P-51 nous massacrent. En effet, le ciel s'ouvre sporadiquement. Une escadrille de Mustang, leur moteur Merlin rugissant, pique sur les colonnes, larguant des bombes de 500 livres qui transforment les routes en cratères fumants. Hitler, obsédé par la vitesse, refuse toute pause. Il dépêche la 150e SS Panzer Brigade en renfort, mais les camions Opel Blitz glissent dans les bourbiers, perdant des jours. Les erreurs s'accumulent, routes étroites non préparées, carburant mal acheminé, sous-estimation de la résistance Yankee. À Bastogne, Sink reçoit un message radio craquelant. Patton en route, tenez 48 heures. Les paras acclament. Mais le coup est effroyable. Des centaines de blessés gisent dans les caves, criant pour de la morphine. Tandis que le crépuscule enveloppe les Ardennes d'ombre longue, l'offensive s'essouffle. Peiper, isolé à la Glaise avec 800 hommes, radio un appel désespéré. Munitions épuisées. Les Américains resserrent l'étau.
Becker, survivant par miracle, se replie dans la nuit, le goût du sang et de la défaite sur les lèvres. Les pertes grimpent. 15 000 soldats du Reich déjà sacrifiés pour des gains illusoires de 20 kilomètres. L'erreur fatale d'Hitler, cette ruée aveugle sans soutien, saigne le front ouest à blanc. Bastogne tiendra-t-elle? Et si la contre-attaque de Patton inversait tout, transformant la saillie en tombeau pour des dizaines de milliers? 19 décembre 1944, Bastogne, centre-ville assiégé, Belgique. Le vent hurlant traverse les rues étroites de Bastogne comme un loup affamé, charriant des flocons de neige qui piquent la peau comme des aiguilles. Le sergent Karl Becker, le visage noirci par la suie et la boue gelée, se tapit derrière un mur effondré d'une boulangerie en ruine, son Mauser Car 98K tremblant dans ses mains engourdies. L'air est saturé d'une odeur âcre de cordite et de chair brûlée, tandis que les explosions distantes des obus d'artillerie américaine font vibrer les pavés craquelés. Autour de lui, les survivants de son peloton, 5 hommes amaigris de la 5e Panzer Division, halètent dans l'ombre, leurs yeux creux, reflétant la lueur intermittente des incendies. Le caporal Müller n'est plus. Son corps gît quelque part dans la forêt, un fantôme parmi des milliers. On est cerné, Karl. Les Yankees nous ont dans leur viseur, chuchote un grenadier nommé Fritz, serrant un Panzerfaust vide contre sa poitrine, son souffle formant des volutes blanches dans le froid mordant. Imaginez-vous blotti là, le dos contre la pierre froide, le cœur battant la chamade au rythme des tirs de mitrailleuses qui crépitent comme un feu de camp infernal. Un éclat d'obus siffle au-dessus de votre tête, arrachant un morceau de brique qui vous écorche la joue, et le sang chaud coule, se mêlant à la neige fondue sur votre uniforme Feldgros déchiré. Les Halftracks SD KFZ 251 de soutien, censés percer les lignes, sont immobilisés à 1 kilomètre, leurs pneus lisses patinant sur la glace des routes verglacées. Le Kampfgruppe Piper, épuisé après 3 jours de combats acharnés, n'avance plus. Joachim Piper, coincé à la Glaise avec ses SS, radio des appels désespérés pour du carburant, mais les camions de ravitaillement sont bombardés par des P-47 Thunderbolt alliés, leurs bombes de 500 livres transformant les convois en brasiers hurlants. À l'intérieur de Bastogne, le colonel Robert Sink, commandant de la 101e Airborne Division, se tient dans un sous-sol humide transformé en poste de commandement, entouré de cartes froissées et de radios SCR 536 qui crachotent des ordres fragmentés. Ces Screaming Eagles, épuisés mais indomptables, défendent la ville maison par maison. Le sergent Lipton, le bras en écharpe, recharge une mitrailleuse Browning M1919, ses doigts raidis par le gel. « Colonel, les Fritz lancent tout ce qu'ils ont. Leur Sturmpanzer IV nous pilonne depuis l'aube. » Sink, les yeux plissés sous son casque M1, allume un nouveau cigare malgré le froid qui engourdit ses lèvres. « Dites aux artilleurs de viser les ponts sur la Wiltz. Patton est à 48 heures. On doit tenir. Envoyer un message clair, nuts aux Boches et du feu au renfort. » Dehors, le hurlement des Nebelwerfer allemands, les orgues de Staline, déchirent la nuit. Leurs roquettes de 150 mm explosant en un mur de flammes qui engloutit une barricade, enterrant 3 paras sous les décombres fumants. L'assaut allemand reprend à l'aube, une vague suicidaire menée par la 26e Volksgrenadier Division. Des fantassins armés de STG-44 chargent les faubourgs, sous un déluge de mortiers. Leurs cris furent das Vaterland, se perdant dans le chaos. Becker, ordonné en première ligne par un lieutenant SS fanatique, bondit d'un abri à l'autre, tirant au jugé sur les silhouettes kaki qui émergent des ruelles. Un obus de canon M1 de 105 mm américain s'abat à 20 mètres, projetant des éclats qui fauchent 2 de ses hommes. Leurs hurlements percent l'air comme des lames. « Avancez, vermine! Bastogne tombe aujourd'hui !» beugle un officier de la 2e Panzer SS das Reich, mais ces mots sonnent creux. Les chenilles des Panthers gèlent sur place, et le carburant, rationné à 40 litres par véhicule, s'évapore dans les contrefeux alliés. Un Sherman M4A3,
camouflé dans un verger gelé, surgit d'une embuscade, son canon de 76 mm perforant le flanc d'un Koenigstigger à bout portant. L'explosion illumine la brume, projetant des flammes qui consument l'équipage dans un cri étouffé. À Wolfslehr, le bunker vibre sous les pas furieux d'Adolf Hitler, qui arpente la salle de situation comme un lion en cage. Ses généraux, Gerd von Rundstedt, pâle et voûté, et Heinz Guderian, les traits tirés, se tiennent en retrait, leurs uniformes imprégnés d'une odeur de tabac froid. Les rapports affluent par téléscripteurs. La saillie s'étend à peine de 25 km, mais les pertes s'élèvent à 18 000 hommes en 4 jours, des blindés abandonnés par centaines faute de diesel. C'est une trahison. Peiper est trop lent. Manteuffel hésite, rugit Hitler, sa voix éraillée par la fièvre, frappant une carte où les flèches bleues alliées se resserrent comme un étau. Rundstedt ose murmurer « Mein Führer, le ciel est aux Alliés. Sans la Luftwaffe, nos colonnes sont massacrées. Göring promet des Focke-Wulf F-2 190, mais le blizzard les cloue au sol. Et Patton. Ses Sherman approchent du sud. Hitler l'ignore, obsédé par son plan. Envoyer la 9e Panzer SS Hohenstaufen, forcer la percée vers la Meuse. Anvers sera nôtre, où je fusillerai les lâches. Ignorant les décryptages ultra qui révèlent déjà ses mouvements, il ordonne une offensive nocturne, sacrifiant des milliers pour un mirage de victoire. Dans les Ardennes, la confusion règne. À Saint-Vith, le général Bruce Clark de la 7e Armored Division coordonne une retraite ordonnée, évacuant sous le feu des Jagdpanzer IV allemands. Des mines Teller explosent sous les half-tracks ennemis, tandis que des P-51 Mustang, profitant d'une éclaircie, mitraillent les routes avec leur 50 cales, fauchant comme la grande faucheuse. Manteuffel, dans son PC de campagne près de Oufalise, fulmine contre les ordres. Le Führer nous pousse à l'abattoir. Nos Stu G3 sont à sec et les Yankees tendent des pièges partout. Ces hommes, gelés et affamés, pillent des villages pour des rations, mais le moral craque. Des désertions se multiplient dans l'ombre des pins. Baker, rampant vers une position avancée, sent la défaite s'infiltrer comme le froid. Un éclat d'obus lui déchire la cuisse, et il s'effondre dans la neige, le sang se figeant en une croûte rouge. Ses camarades le traînent en arrière, passant devant des carcasses de Panthers calcinés, leurs tourelles ouvertes comme des bouches hurlantes. À Bastogne, Sink reçoit le premier signe de Patton. Un convoi de la 4e armée blindée US force la neige du sud, leurs M4 Sherman grondant comme des bêtes enragées. Les paras acclament faiblement, mais le prix est lourd. Des centaines de blessés gisent dans les hôpitaux improvisés, criant pour de l'aide, tandis que les bombardements continuent. Tandis que la nuit tombe, lourde et impitoyable, l'offensive allemande vacille. Peiper, isolé, prépare une retraite désespérée, abandonnant son matériel. Les pertes atteignent 22 000 âmes du Reich pour des gains éphémères. Hitler, dans son délire, refuse de voir l'erreur. Cette ruée folle, sans air ni carburant, saigne ses armées à blanc. Patton percera-t-il l'étau? Et Bastogne, ce verrou maudit, résistera-t-elle encore, transformant l'ambition en catastrophe totale? 20 décembre 1944, route boueuse au sud de Bastogne, Ardennes luxembourgeoises. Le blizzard s'acharne sur les Ardennes comme une vengeance divine, fouettant les visages des hommes d'un froid qui pénètre jusqu'aux os. Le sergent Karl Becker, la cuisse bandée d'un lambeau d'uniforme souillé, gît dans un fossé rempli de neige fondue, son souffle saccadé formant des nuages éphémères dans l'air gelé. L'odeur de métal brûlé et de chair carbonisée imprègne l'atmosphère, tandis que les échos des canons d'artillerie américaine, des M114 de 150 mm, résonnent comme des grondements de tonnerre, faisant trembler la terre sous son corps épuisé. Autour de lui, les restes de son peloton, une poignée de silhouettes spectrales de la 5e Panzer Division, se terrent derrière des troncs abattus, leur Mauser Kar 98K gelé par le givre. Fritz,
le grenadier au Panzerfaust vide, tous dans le silence oppressant, son visage livide marqué par des engelures. Les renforts de Patton, on les entend, Karl, leurs moteurs rugissent comme des diables, murmure-t-il, les yeux rivés sur l'horizon sud où des phares tamisés percent la tempête. Imaginez-vous recroquevillé à ses côtés, le vent hurlant à vos oreilles, chaque rafale portant le cri distant d'un blessé abandonné. Vos doigts, raidis par le froid, agrippent le bois usé de votre arme, et une peur primitive vous noue l'estomac tandis qu'un éclat d'obus siffle au-dessus, arrachant des écorces qui pleuvent comme une grêle mortelle. Les Avtrax SD KFZ 251, censés ravitailler la ligne, gisent éventrés sur la route N15, leurs chenilles tordues par des mines Teller posées par les ingénieurs américains. Le Kampfgruppe Piper, harcelé depuis la Glaise, a abandonné la veille une dizaine de Panthers faute de carburant. Joachim Piper, le visage creusé par l'insomnie, ordonne une retraite chaotique, ses SS fuyant sous les tirs des mitrailleuses Browning M2. 50 cales qui crépitent depuis les collines. À Bastogne, le colonel Robert Sink, au cœur du Maelstrom, coordonne la défense depuis un bunker improvisé sous les ruines d'une église. La 101e Airborne Division, les Screaming Eagles, s'accrochent à la ville comme des loups à leur proie. Le sergent Lipton, fiévreux mais stoïque, supervise l'arrivée des premiers renforts de la 3e armée de Patton, des Sherman M4A38 Easy 8. Leur moteur, Wright R975 grondant dans la neige, force la ligne sud malgré le blizzard. Sink, un casque M1 cabossé sur la tête, mâche rageusement son cigare gelé. « Les gars, Patton est là, ces tanks perçant les taux. Dites aux artilleurs de couvrir leur avance. On va écraser ces salauds. » Dehors, le hurlement des roquettes Nebelwerfer allemands s'abat encore, explosant en gerbes de feu qui illuminent les rues dévastées. Mais les radios SCR 300 captent maintenant les ordres clairs. Combat Team Cherry approche. Tenez la Wiltz. Un convoi de Half-Track M3, chargé de munitions et de morphine, slalom entre les cratères, évitant les embuscades des Fallschirmjäger de la 5e division qui tendent des pièges avec des Panzerfaust. L'assaut allemand, poussé par le désespoir, reprend à l'aube sous les ordres frénétiques de Hasso von Manteuffel. La 2e Panzer SS Das Reich, renforcée par la 9e SS Hohenstaufen, lance une charge blindée vers le sud-est. Leur Königstiger et Jagdpanzer IV roulant en convoi serré sur des pistes verglacées. Manteuffel, dans son poste de commandement près de Oufalise, aboie dans son Funkgerät Fugé 12. Avancez vers la Meuse. Le Führer exige la percée ou c'est la cour martiale. Mais le ciel s'ouvre sporadiquement. Une escadrille de P-47 Thunderbolt de la 9e Air Force, guidée par des observateurs au sol, pique sur les colonnes leurs canons de 37 mm et mitrailleuses. 50 cales semant la mort. Un panthère explose en une boule de feu, ses obus internes détonnant comme un orchestre infernal, tandis que les fantassins des Volk grenadiers fuient en hurlant, piétinant leurs propres blessés dans la panique. À Wolfslair, Adolf Hitler, pâle comme un spectre sous les lampes crues, fixe les cartes où les flèches allemandes s'incurvent en une saillie fragile. Ses généraux, Rundstedt et Model, échangent des regards lasses. Les rapports télégraphiques indiquent 25 000 pertes en 5 jours, des blindés abandonnés par centaines, plus de 200 Panthers et Tigers hors service, gelés ou à sec. C'est l'œuvre des traîtres, siffle Hitler, sa main tremblante pointant Bastogne. Envoyer la Luftwaffe, Göring doit bombarder ces maudits paras et doubler les réserves. La 116e Panzer doit forcer Anvers. Ignorant les interceptions ultra à Bletchley Park qui décryptent ses ordres en temps réel, il ordonne une offensive nocturne suicidaire, sacrifiant des régiments entiers pour combler les brèches. Guderian, en retrait, murmure à Rundstedt « Mein Führer, le carburant est épuisé. Nos Stuge-3 patinent à 20 km/h dans ce bourbier. Patton nous prend à revers. C'est la fin. » Dans la forêt au sud, Baker et ses hommes entendent le grondement approchant des Sherman de Patton.
Le combat Team ABA de la 4e armée blindée US, mené par le colonel Felix Sparks, surgit des bois, leur canon de 76 mm tonnant sur les positions allemandes. Un obus perce un Jagdpanzer à 300 mètres, l'explosion projetant des flammes qui consument l'équipage, dans un cri étouffé. Baker tire une rafale désespérée, abattant un GI avant qu'une balle de M1 Garand ne lui frôle l'oreille. « Retraite! Les tanks Yankees !» hurle Fritz, rampant dans la neige, tandis qu'un barrage d'artillerie US laboure le sol, enterrant 2 camarades sous une avalanche de terre gelée. Les routes vers l'est sont un chaos. Des camions Opel Blitz embourbés bloquent les half-track et les P-51 Mustang, profitant d'une accalmie dans la tempête, mitraillent sans pitié, leurs balles traçantes zébrant le ciel comme des comètes vengeresses. À Saint-Vite, le général Bruce Clark ordonne l'évacuation finale de la 7e Armored Division, sous le feu incessant des canons PAC-40 allemands. Des explosions de charges C4 font sauter les ponts sur la Salme, noyant les approches sous les eaux tumultueuses. Manteuffel, furieux, voit sa 5e Panzer armée saigner, 8000 hommes perdus en un jour pour un gain de terrain illusoire. Piper, retranché à la glaise avec 600 survivants, radio un SOS, étoilier se resserre, munitions zéro, autorisez la retraite. Mais Hitler refuse, forçant une résistance fanatique qui ne fait qu'accumuler les corps. Baker, traîné par Fritz vers l'arrière, sent le poids de l'erreur d'Hitler comme un fardeau insurmontable. Les pertes du Reich frôlent les 30 000, une hémorragie qui vide les réserves du front ouest. Patton, avec ses 250 Sherman et ses hommes endurcis, resserre l'étau sud, tandis que Montgomery prépare le nord. Bastogne, ce bastion maudit, tient toujours, ses défenseurs acclamant l'arrivée des renforts. La nuit s'abat, lourde de présages, avec le vrombissement des moteurs alliés qui approchent inexorablement. Combien de sang coulera encore avant que l'ambition folle d'Hitler ne s'effondre complètement, engloutissant 40 000 âmes dans l'abîme. 21 décembre 1944, sud de Bastogne, route verglacée des Ardennes belges. La tempête de neige redouble d'intensité. Un mur blanc qui aveugle les hommes et étouffe les cris des blessés. Le sergent Karl Becker, la cuisse enflée et purulente sous son bandage improvisé, rampait dans un boyau de boue gelée, son Moser Car 98K traînant comme un boulet. L'air glacial porte l'odeur âcre de diesel brûlé et de poudre fraîche, tandis que les grondements des Sherman de Patton, ces monstres kakis au canon de 76 mm, se rapprochent du sud, un roulement sourd qui fait vibrer la terre comme un cœur agonisant. Autour de lui, les survivants de la 5e Panzer Division, une quinzaine d'ombres hâves aux uniformes Feldgros en lambeaux, se terrent derrière des barricades de troncs fendus. Fritz, le grenadier aux yeux fiévreux, serre un dernier chargeur de STG-44, son souffle rauque se mêlant au sifflement du vent. Il nous écrase, Karl, Patton. Ces tanks percent comme un couteau dans du beurre, murmure-t-il, tandis qu'un obus d'artillerie M101 de 105 mm américain explose à 100 mètres, projetant une gerbe de neige et d'éclats qui lacèrent l'air. Imaginez-vous là, le visage fouetté par les flocons qui collent à vos cils, le froid s'infiltrant dans vos os comme un poison lent. Vos poumons brûlent à chaque inspiration, et le craquement distant d'une chenille de panthère brisée vous glace le sang, rappelant que vos propres blindés gisent inertes, à sec de carburant après seulement 40 km de course folle. Les Half-Tracks SD KFZ 251, censés couvrir la retraite, patinent dans les ornières, leurs moteurs hurlant en vain contre la boue verglacée. Le Kampfgruppe Piper, réduit à une bande de fuyards épuisés, abandonne la glaise sous les tirs des mitrailleuses Browning M1919 alliées. Joachim Piper, le visage barbu de givre, ordonne par radio un repli vers l'est, laissant derrière lui une centaine de carcasses de Königstiger calcinées, leurs tourelles béantes comme des tombes ouvertes. À Bastogne, le colonel Robert Sink, au centre de la tourmente, reçoit enfin le signal tant attendu dans son bunker souterrain où l'humidité suinte des murs de béton improvisés.
La 101e Airborne Division, les Screaming Eagles, exultent faiblement malgré l'épuisement. Les premiers éléments de la 4e armée blindée de Patton, le combat team ABA sous le colonel Hollingworth, force la ligne sud à travers la neige. Sink, son uniforme kaki raidi par le gel, frappe l'épaule du sergent Lipton, dont la blessure suinte sous l'écharpe. « Ils sont là, les gars !» Patton a tenu sa promesse. « Couvrez leur avance. On va briser l'étau des Boches. » Dehors, les rues dévastées vibrent sous les chenilles des M4A3 Easy 8. Leur moteur Wright grondant comme une horde enragée. Les Paras, fusils M1 Garand en main, chargent aux côtés des tanks, abattant des éclaireurs allemands, avec des rafales précises. Un obus de bazooka M9 US perce un Stugé 3 isolé à la lisière de la ville, l'explosion illuminant la nuit d'une lueur orange qui danse sur les façades criblées de balles. Dans le quartier général de Hasso-von-Manteuffel, près de Oufalise, le général arpente la tente battue par la bourrasque, ses bottes claquant sur le sol gelé. Les cartes montrent l'horreur. La saillie allemande, ce promontoire fragile de 50 km de profondeur, commence à s'effriter sous la pression alliée. Patton au sud, Montgomery au nord, avec sa 30e corps britannique. Les routes N4 et N15, vitales pour l'avance, sont maintenant des pièges mortels, minés et bombardés. Le Führer nous sacrifie, fulmine Manteuffel dans son Funkgerät FUG-5, recevant des rapports de la 2e Panzer SS Das Reich. 10 000 pertes en 24 heures, des Jagdpanzer IV abandonnés par dizaines, faute de diesel. Seulement 25 litres par véhicule, insuffisant pour fuir. Les P-51 Mustang de la 8e Air Force, profitant d'une éclaircie, sillonnent le ciel, leurs mitrailleuses, 50 cales fauchant les colonnes en retraite comme une moissonneuse infernale. À Wolf's Lair, le bunker semble un tombeau vivant sous la neige implacable. Adolf Hitler, voûté par la maladie et la rage, fixe les téléscripteurs qui crachotent les nouvelles funestes. Ses généraux, Rundstedt, les yeux cernés, et Model, mâchoire crispée, osent enfin murmurer la vérité. Mein Führer, c'est la catastrophe. Patton relie Bastogne, nos lignes craquent. 35 000 hommes perdus en 6 jours et Anvers est un rêve évanoui. Retraite ou annihilation totale. Hitler, les mains tremblantes sur la table, explose. Trahison. Envoyer la 12e SS Hitlerjugend en contre-attaque. La Luftwaffe doit couvrir. Göring paiera de sa tête. Mais il sait, au fond de son délire, l'erreur fatale. Cette offensive hâtive, lancée sans carburant ni air, sans reconnaissance des routes étroites des Ardennes, a saigné le Reich à blanc. Les interceptions ultra-alliées décryptées à Bletchley Park ont anticipé chaque mouvement, transformant le secret en piège. Dans les bois au sud, Baker et Fritz entendent l'assaut de Patton se déchaîner. Les Sherman, flanqués d'infanterie du 35e Infantry Division, perçant les lignes de la 26e Volksgrenadier avec une précision chirurgicale. Un obus de 77 mm traverse un half-track à 200 mètres, projetant des flammes qui engloutissent l'équipage dans un hurlement étouffé. Baker tire une dernière rafale, abattant un GI avant qu'une grenade Mills n'explose à ses pieds, lui arrachant l'épaule dans une douleur fulgurante. « Fuyez !» crie Fritz, rampant dans la neige rougie, mais les tanks alliés avancent inexorablement, leurs phares balayant la nuit comme des yeux accusateurs. À Saint-Vith, évacués la veille, les restes de la 7e Armored Division US consolident les positions, tendant des embuscades aux fuyards allemands avec des M10 Wolverine, canons de 3 pouces tenant sans répit. Les jours suivants, du 22 au 26 décembre, l'étau se resserre comme une tenaille impitoyable. Patton, avec ses 600 tanks et 20 000 hommes, relie Bastogne le 26, brisant l'encerclement sous les acclamations des paras affamés. Le général Anthony McAuliffe, succédant à Sink, hisse le drapeau étoilé sur les ruines, tandis que les Nebelwerfer allemands, à court de roquettes, se taisent enfin. Manteuffel ordonne la retraite générale, abandonnant 300 blindés et des milliers de prisonniers. Pepper s'échappe de justesse avec une centaine d'hommes, laissant derrière lui un sillage de corps gelés.
Hitler, isolé dans son bunker, reçoit les chiffres finaux. 40 000 soldats du Reich, tués, blessés, capturés, en une semaine de folie. L'offensive des Ardennes, cette Wacht am Rhein mirifique, n'a gagné que du terrain stérile, exposant le front ouest à l'invasion totale. Rundstedt démissionne en silence. Guderian prépare la défense du Rhin. Dans la neige tachée de sang, Becker, évacué sur une civière brinque-ballante, fixe le ciel gris. Le poids de l'erreur d'Hitler, gravé dans son âme brisée. La guerre tourne, inexorable, vers la chute du Troisième Reich, cette faute fatale scellant le destin de millions dans les flammes de l'hiver 1944.